Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui mêle achat immobilier, voisins étranges et lettres inquiétantes. L'achat d'une maison est souvent un coup de foudre, un moment important dans une vie, où on est censé ressentir de la joie, du bonheur, mais certains éléments peuvent perturber un emménagement, des lettres étranges et une enquête déroutante. Nous allons parler de la famille Brodus, une famille qui a vécu dans l'angoisse pendant plus de 2 ans et qui est la proie d'un certain The Watcher. L'histoire commence en juin 2014. Derek Brodus est en train de travailler dans sa nouvelle maison de Westfield. Westfield est une maison américaine située dans le New Jersey. Cette petite ville est d'ailleurs réputée pour sa faible criminalité. Derek est un homme de 40 ans environ, et avec sa femme Maria, ils ont eu un coup de foudre pour cette maison. Une immense demeure de 6 chambres, située au 657 Boulevard. Le nom de la rue s'appelle Boulevard, il ne s'agit pas d'une erreur. La rue a vraiment ce nom-là. Ce coup de cœur de la famille a presque enclenché un achat compulsif. Mais ils n'y ont pas encore emménagé. Les travaux de rénovation sont encore en route. Un jour, Derek trouve une lettre destinée aux futurs propriétaires, donc eux. Il s'agit de mots sur l'enveloppe écrits avec une grosse écriture. Un peu comme une plume, comme cela se faisait à l'époque. À l'intérieur, il y a une lettre, cette fois écrite à l'ordinateur, qui va faire sombrer Derek dans la peur. Il est écrit: Chers nouveaux voisins du 657 Boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Comment êtes-vous arrivé ici? Le 657 Boulevard vous a-t-il appelé avec sa force intérieure? Le 657 Boulevard est le sujet de ma famille depuis des décennies. Et à l'approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de surveiller et d'attendre sa 2e venue. Mon grand-père surveillait la maison dans les années 20 et mon père dans les années 60. C'est maintenant mon heure. Connaissez-vous l'histoire de ma maison? Savez-vous ce qui se cache entre les murs du 657 Boulevard? Pourquoi es-tu ici? Je vais le découvrir. Je vois déjà que vous avez envahi le 657 Boulevard avec des entrepreneurs en construction pour que vous puissiez construire la maison telle qu'elle devait l'être. Vous ne voulez pas rendre le 657 Boulevard malheureux. J'ai demandé à Woods de m'apporter du sang jeune et on dirait qu'ils ont écouté. Vous avez des enfants. Je les ai vus jusqu'à présent. Je pense qu'il y en a 3 que j'ai comptés. D'autres sont en chemin. Avez-vous besoin de remplir la maison avec du sang jeune que j'ai demandé? C'est mieux pour moi. Votre ancienne maison était-elle trop petite pour la famille grandissante? Ou était-ce par cupidité de m'amener vos enfants? Une fois que je connaîtrai leurs prénoms, je vais les appeler et les dessiner moi aussi. Et il y a des centaines et des centaines de voitures qui roulent chaque jour devant le 657 Boulevard. Peut-être que je suis dans l'une de celles-ci. Regardez toutes les fenêtres que vous pouvez voir depuis la route. Regardez toutes les fenêtres que vous pouvez voir. Peut-être que je suis dans l'une d'elles. Regardez par l'une des nombreuses fenêtres du 657 Boulevard. Toutes les personnes qui se promènent chaque jour, peut-être que j'en suis une. Bienvenue mes amis, bienvenue. Que la fête commence. La lettre se finit comme ça. La lettre est signée en écriture dactylographiée, en police d'écriture qui fait penser à une vraie écriture manuscrite, comme on peut en trouver sur Word. C'est signé The Watcher. La lettre évidemment terrifie Derek. Il faut se mettre à sa place, il achète une maison, et une des premières lettres qu'il reçoit est cette lettre.
Cette lettre peut ressembler à des menaces ou à un voyeur qui les épie. Vous imaginez bien comme il doit se dire que l'accueil dans le quartier est très austère, voire terrifiant. Alors, est-ce une blague grossière ou véritablement une menace ? Surtout que c'était le rêve de ce couple. Un quartier où Maria a grandi. Derek, quant à lui, est originaire de l'État du Maine. Pour revenir un petit peu à leur vie, Derek est vice-président d'une compagnie d'assurance. Il a pu acheter cette maison qui valait 3 millions de dollars. Mais cette lettre l'inquiète vraiment. Si on la lit bien, on sent que celui qui a écrit cette lettre les surveille de près. C'est la vérité ou simplement une lettre qu'il a juste pour les effrayer ? En effet, leurs 3 enfants étaient là à la maison, juste quelques jours avant. Ils ont 5, 8 et 10 ans. Et Derek et sa femme ont pu parler avec leurs nouveaux voisins. Les enfants jouaient dans la cour avec d'autres enfants. La lettre est donc signée le Watcher. L'auteur de la lettre doit sûrement surveiller la maison de près. Revenons maintenant à l'enveloppe. Il n'y avait pas d'adresse de destinataire, mais un timbre. Ce qui veut dire que la personne n'a pas pris le risque de déposer la lettre directement dans la boîte aux lettres. Derek est donc, vous pouvez l'imaginer, très angoissé. Il fait le tour de la maison. Il est environ 22 heures, mais il n'a rien remarqué d'étrange. Il éteint toutes les lumières de la maison pour qu'on ne puisse pas l'observer à l'intérieur, comme l'auteur de la lettre le laisse entendre. Il décide d'appeler la police, qui se déplace. Le policier conseille à Derek d'enlever les outils que les ouvriers ont laissés sur le portique, à l'arrière de la maison, au cas où l'auteur de la lettre voudrait s'en servir pour casser quelque chose ou pire, s'en servir comme arme. Derek suit donc les recommandations du policier, ferme tout bien à clé et retourne chez sa femme et ses enfants dans l'ancienne maison, située dans la même ville. Derek n'est pas bien et sa femme voit qu'il se passe quelque chose. Et il raconte tout à sa femme. Maria, sa femme, décide de contacter les anciens propriétaires qui sont John et Andrea Woods. Rappelez-vous, les Woods étaient cités dans la lettre où le Watcher a demandé aux Woods de lui apporter du sang neuf. Elle veut voir s'ils ont vécu une situation identique et leur envoie un email. Les Woods avouent dans l'email qu'avant leur déménagement pour quitter la maison, ils ont reçu une lettre du Watcher. La lettre ressemblait à celle reçue par les Brodus. Le Watcher, dans la lettre, disait également qu'il observait les Woods depuis longtemps. Il précise aussi que c'est la seule lettre reçue en 23 ans en tant que propriétaire de la maison et qu'ils avaient jeté la lettre pensant qu'il s'agissait d'une blague ou d'une erreur. Mais pour aider les Brodus, les Woods sont allés au poste de police avec Maria pour rencontrer un enquêteur, Leonard Longo. Ce dernier leur conseille de ne parler des lettres à personne et surtout pas aux nouveaux voisins. Ils peuvent tous être des suspects. La famille est donc très angoissée. Derek décide d'annuler un voyage professionnel et dès que les enfants venaient à la nouvelle maison, ils étaient surveillés de près par les parents, ce que on peut comprendre aisément. Un jour, Derek fait visiter la maison à un couple du quartier. La visite se passe bien, jusqu'au moment où la femme dit « Ça fera du bien d'avoir du sang neuf dans le quartier ». Derek pensa donc directement à la lettre du Watcher et eut à nouveau un fort moment d'angoisse. De plus, un matin, un ouvrier a remarqué qu'un des panneaux qu'il avait cloués à l'arrière de la maison a été volé pendant la nuit. Ça commence à faire beaucoup. Imaginez donc l'état de la famille, sachant que 2 semaines après la première lettre, Maria passe à la maison pour vérifier l'avancement des travaux. Et en vérifiant la boîte aux lettres, elle eut une énorme peur.
il y a une lettre noire en forme de carte, comme la toute première lettre. Paniquée, elle appelle Derek et la police. Sur cette lettre, il est noté « Bienvenue, à nouveau, dans votre nouvelle maison au 657 boulevard. Les ouvriers ont été occupés et je vous ai regardé décharger vos effets personnels. Et les poubelles. C'est une belle façon de se connaître. Ont-ils trouvé ce qu'il y a entre les murs? Avec le temps, ils trouveront. Le 657 a hâte que vous emménagiez. Cela fait des années et des années que du sang neuf n'a pas régné dans les couloirs de la maison. Avez-vous déjà trouvé tous les secrets qu'elle garde pour elle? Le 109 jouera-t-il dans le sous-sol? Ou ont-ils trop peur d'y aller seuls? J'aurais eu très peur si j'étais eux. Il est loin du reste de la maison. Si vous êtes à l'étage, vous les entendriez jamais crier. Vont-ils dormir dans le grenier? Ou allez-vous tous dormir au deuxième étage? Qui a les chambres donnant sur la rue? Je le saurai dès que vous emménagerez. Cela m'aidera à savoir qui est dans quelle chambre. Ensuite, je pourrai mieux planifier toutes les fenêtres et portes du 657 qui me permettront de vous surveiller et de vous suivre lorsque vous vous déplacerez dans la maison. Qui suis-je? The Watcher. Et je contrôle 657 boulevard depuis près de 2 décennies maintenant. La famille Woods vous l'a confié. Il était temps pour eux de passer à autre chose. Et de l'avoir gentiment vendu. Car je leur ai demandé. Le 657 boulevard, c'est mon métier, ma vie, mon obsession. Et maintenant, vous aussi. Bienvenue dans le produit de votre avidité. La cupidité est ce qui a amené les 3 dernières familles aussi, au 657 boulevard. Et maintenant, elle vous a amené à moi. Bonne journée d'emménagement. Vous savez que je vais surveiller. Et la lettre se finit comme ça. On voit également dans la lettre que Brodus a mal été orthographié. C'est comme si The Watcher l'avait juste entendu mais n'avait jamais lu le nom des Brodus. Le Watcher a-t-il installé des micros dans la maison ou a-t-il entendu ces informations? Parce qu'il y a des éléments encore plus troublants dans la lettre qui n'avaient pas été révélés tout de suite au public. Il y avait les noms des enfants avec leur ordre de naissance et leur date de naissance. Dans la lettre, il écrit même les surnoms des enfants. Une angoisse de plus pour les parents. Les a-t-il entendus quand sa mère les appelait quand ils jouaient dans la cour? La suspicion envers les voisins commence à être de plus en plus forte. D'autant plus que dans la lettre, il a écrit qu'il a vu l'un des enfants dessiner devant le portique, sur son chevalet. Et il demande dans la lettre si c'est l'artiste de la famille. Il y rajoute « Je suis heureux de connaître vos noms maintenant, et celui du 109 que vous m'avez apporté. » On peut donc imaginer qu'il s'agit d'un voisin. La lettre est donc encore plus angoissante que la première. Ils ont décidé de ne plus amener les enfants dans leur nouvelle maison et ne savent même pas s'ils vont un jour y habiter. L'angoisse est trop grande et le danger se fait de plus en plus grand. Ils sont donc de plus en plus absents de la maison. Et quelques semaines plus tard, une 3e lettre arrive. Et il est écrit « Mais où êtes-vous parti? Le 657 s'ennuie de vous. » L'homme a donc remarqué l'absence de la famille. On s'interroge alors sur la valeur du quartier. C'est un quartier très prisé et acheter une maison est très compliqué. De plus que leur maison est probablement une des plus grandes du quartier. Le Watcher est-il un acheteur déçu de ne pas avoir obtenu la maison? Le couple se questionne. D'autant plus qu'un des concurrents sur l'achat de la maison n'a pas pu obtenir à cause d'un problème médical. Et un autre avait dû trouver une maison ailleurs. Cela a amené les Brodus à soupçonner au départ que le Watcher pourrait être un acheteur contrarié qui n'avait pas obtenu la maison. Les Woods ont confirmé en disant qu'un acheteur intéressé s'était retiré après avoir eu un mauvais diagnostic médical, tandis qu'un autre
avait déjà trouvé une autre maison. Andrea Woods a quant à elle une autre théorie. Elle pense que le Watcher qui mentionne le nom des entreprises de la maison et le nom des enfants serait plutôt un habitant du quartier. Quand on voit la provenance de la lettre, on voit qu'elle vient de la même zone, d'un centre de distribution dans le nord du New Jersey. Ils ont appris cela en retraçant la première lettre. La première lettre a été postée le 4 juin, juste avant que la vente ne soit publique. Un fait encore plus étonnant, les anciens propriétaires, les Woods, n'ont jamais mis de panneaux à vendre et ils n'avaient fait que des travaux intérieurs, ce qui ne montrait pas d'activité pouvant montrer qu'ils allaient déménager. Peut-être en avait-il parlé à certains voisins. L'inspecteur Longo visite la maison avec le couple. Il leur montre que le chevalet où sa fille dessinait, comme c'était décrit dans la lettre, était sur le porche arrière, caché de la rue, par de la végétation. Donc très dur à voir. Il faudrait que quelqu'un se situe derrière la maison, ou de côté, pour le voir. Peut-être que quelqu'un s'était infiltré dans la cour des voisins, pour observer. Maria s'était rendue à un barbecue en l'honneur des nouveaux voisins dans le quartier. Mais elle avait un plan. Elle enquêtait discrètement et écoutait toutes les conversations, en essayant de trouver un suspect. De son côté, Derek discutait avec John Smith, un voisin qui habitait à 2 maisons plus loin. Smith parla des Langford, qui vivaient juste à côté de la famille Brodus. Peggy Langford est une femme de 90 ans qui vivait avec plusieurs de ses enfants adultes qui avaient environ la soixantaine. La famille était un peu étrange selon Schmidt, mais il ne constituait pas un danger selon lui. Il a décrit l'un des plus jeunes, Langford, Michael, comme quelqu'un d'encore plus étrange que le reste de la famille. Derek commence à les soupçonner, sachant qu'en plus ce sont des voisins directs, ils peuvent voir facilement le porche arrière. Cette information colle avec le Watcher, qui disait dans la lettre que son père surveillait la maison dans les années 60. La maison des Lockfold a été achetée dans les années 60. Et le père de Michael était décédé 12 ans avant. Et ça correspond également au passage de la lettre du Watcher, qui disait qu'il surveillait la maison depuis 2 décennies. Peut-être une preuve ? Derek parle alors de cette piste à l'enquêteur Longo. Mais l'enquêteur avait déjà emmené Michael quelques jours avant pour un interrogatoire. Il a nié être l'auteur de la lettre. Mais l'enquêteur n'avait aucune preuve contre lui et a donc abandonné la piste. À noter qu'après la 2e lettre, Derek a menacé les policiers qu'il allait faire justice lui-même s'il ne les aidait pas plus. Derek va engager un détective privé et ils deviennent de plus en plus suspicieux avec tout le monde dans le quartier. Et il abandonne sa famille des nuits pour tenter de débusquer l'auteur. Sa femme pensait même qu'il allait devenir fou. Derek avait même fait une carte du quartier avec la date d'emménagement de chaque voisin. Les Langford étaient les seuls à avoir emménagé dans le quartier dans les années 60. Il avait aussi noté les maisons qui pouvaient voir le chevalet sur le porche arrière ou entendre le nom des enfants qui jouaient à l'extérieur. Seules quelques maisons restent dans ces observations. Les Brodus ont engagé également un détective privé pour surveiller le quartier. Il a enquêté sur le passé des voisins qu'il soupçonne, mais n'a rien trouvé de particulier. Il a même contacté un ancien agent du FBI, reconverti en inspecteur. C'est une vieille connaissance à Derek. Il a aussi engagé Robert Ninon, un autre agent du FBI, spécialisé dans l'analyse des menaces. Beaucoup d'argent dépensé pour protéger sa famille. Ninon, l'enquêteur, a analysé les phrases et en a conclu que la formulation des phrases donne l'impression qu'il s'agit d'une personne plutôt âgée. L'enveloppe était adressée à Madame Monsieur Brodus. Dans les salutations, par exemple, il parlait souvent de météo du jour, c'est chaud et pluvieux ou autre. Des formulations qui étaient plutôt de coutume chez les personnes plus âgées. De plus, les phrases avaient des espaces entre elles. C'est une méthode d'écriture plus ancienne. L'enquêteur fait même le lien avec le film The Watcher, avec Keanu Reeves, et se demandait si le Watcher ne s'en inspirait pas. Mais Ninon ne croit pas le Watcher capable de passer à l'acte. L'inspecteur est plutôt confiant. Les lettres comportaient pas mal de fautes également, comme sur le jour qui ne correspondait pas à la date,
Comme par exemple, la lettre était datée du mardi 4, alors que c'était un mercredi. La lettre semblait aussi avoir des positions contestataires envers les riches, et beaucoup de colère, comme quand il parlait des rénovations et dans un extrait, il parle de l'embourgeoisement du quartier. Les détectives privés se focalisent sur d'anciennes femmes de ménage ou leurs enfants. Il s'agit pour eux peut-être d'une jalousie de la maison, alors qu'elles ne pouvaient pas malheureusement se l'acheter. Les principaux suspects restent néanmoins les Langford. Et avec la police, ils décident de mettre en place un plan. Derek et Maria écrivent une lettre Langford qui disait qu'ils allaient démolir la maison. Avec cette lettre, ils essayaient de les provoquer pour tenter d'avoir une réponse. Mais ils n'obtiennent aucune réponse. L'inspecteur Lungo a amené Michael Langford pour un deuxième interrogatoire. Mais encore une fois, cela n'aboutira à rien. La sœur à Michael a accusé la police d'harceler la famille. Les Brodus ont engagé un avocat, Lee Lewitt, qui a rencontré les membres de la famille Langford, ainsi que leur avocat, en leur montrant des photos du porche arrière pour montrer que c'était un des rares seuls points de vue sur la maison des Brothers où on peut voir l'endroit où dessinait sa fille. Derek était de plus en plus angoissé. Il faisait des cauchemars où il y voyait les Langford. Et Derek allait jusqu'à chercher des informations sur ses voisins, sur Google, et chercher toute piste possible écumant tous les éléments possibles, même sur les réseaux sociaux. Il est à noter que la police avait parlé à Michael Langford avant l'envoi de la deuxième lettre. Aurait-il pris le risque d'envoyer la deuxième lettre ? L'enquête se poursuit. L'enquêteur Lungo a repéré 2 agresseurs sexuels d'enfants à quelques pâtés de maison. Mais les pistes ne donnent encore une fois rien. Le peintre en bâtiment de la famille avait également remarqué que le couple qui habitait derrière la maison gardait des chaises dirigées vers la propriété des Brodus. À la fin de l'année, l'enquête n'avait toujours pas avancé. Aucun indice, aucune empreinte digitale. En décembre, la police clôt l'enquête, faute de preuves. Même le traçage des lettres ne peut pas être précis. Cela peut venir de tout endroit du nord du New Jersey. Les travaux de rénovation étaient presque terminés. Mais la famille n'ose toujours pas emménager. Que se passerait-il s'ils emménageaient ? Les enfants seraient-ils en sécurité ? Aurait-il tout le temps encore des nouvelles menaces ? Le couple s'était replié sur lui-même. Les alarmes qu'ils ont installées s'enclenchaient de temps en temps au milieu de la nuit. Derek s'était déplacé à plusieurs reprises, couteau à la main, mais rien n'était à signaler dans la maison. S'agit-il d'un dysfonctionnement du système ou autre chose ? Une autre lettre du Watcher arriva. Il disait que la maison se retournait contre lui, qu'elle le pourchassait. Le Watcher semble perturbé. Les Brodus, ayant vendu leur ancienne maison, ont emménagé chez les parents de Maria. Derek et Maria étaient sous traitement pour combattre leur stress. Maria alla même voir un psychologue. D'après la thérapeute, elle souffre d'un stress post-traumatique. Elle lui conseille de se débarrasser de la maison. 6 mois après la première lettre, les Brodus décident de vendre la maison. Comme ils l'ont rénovée, ils la mettent plus cher en vente que le prix d'achat. Ils ont eu des propositions, mais bien en dessous du prix. Des rumeurs avaient alors circulé sur la maison, ce qui a fait baisser la motivation des acheteurs, ayant aussi peur d'être la cible du Watcher. Mais les Brodus ne voulaient pas vendre à perte, et ça peut se comprendre. Le 12 juin 2015, soit 1 an après l'achat de la maison, ils portent plainte contre les anciens propriétaires, les accusant d'avoir reçu une lettre du Watcher. Les Woods disant qu'ils avaient trouvé cette lettre étrange et ne voyaient pas de menace, et ils ne voyaient pas non plus l'intérêt de le dire aux nouveaux acheteurs. Les Woods ne se sentaient jamais menacés par cette lettre. Mais une fois la plainte déposée, des journalistes ont un petit peu fouillé les affaires courantes et l'histoire devient médiatique. Des journalistes se sont rendus au 657 boulevard. Un journaliste était même installé sur une chaise pour faire sa surveillance dans l'espoir d'avoir un scoop. La famille a reçu plus de 300 demandes de médias. Mais suite au conseil d'un conseiller en relations publiques
recommandé par un collègue de Derek, ils ont décidé de ne rien divulguer. La famille a quitté la ville et sont allés dans la maison de vacances d'un ami, fuyant le tapage médiatique. Mais la pause était de courte durée. Le grand-père de Maria a fait un infarctus peu de temps après, et l'ami qui les a hébergés a eu une crise d'épilepsie sévère. Ils sont donc retournés chez les parents de Maria. Les enfants posaient beaucoup de questions. Qui est le Watcher? Où habite-t-il? Ça devait être dur pour les enfants. Les internautes se sont emparés de l'affaire et ils font leur enquête. Un journaliste suggère d'utiliser un radar pour voir à travers les murs, pour trouver ce que le Watcher prétendait qu'il y avait. Mais un expert en bâtiment avait déjà regardé et n'avait rien trouvé d'étrange. Pas de trésor donc ou de cadavre. Des internautes trouvaient sur Google Street un véhicule avec un homme sur le siège passager semblant tenir une caméra devant la maison. Mais vu la qualité d'image, c'est dur à distinguer, sachant que les photos prises par Google Street ne sont pas régulières, et ce serait vraiment un coup de chance de tomber sur la voiture où se trouve le Watcher. Les théories les plus folles circulent comme une campagne de publicité virale pour une nouvelle série sur Netflix, ou un nouveau film d'horreur, ou alors des jeunes gothiques qui s'amusent avec des lettres, et encore une théorie de maîtresse de Derek, jalouse. Mais le Watcher commence vraiment à effrayer les gens. Des gens n'osaient même plus passer dans la rue. On apprendra également que Michael Langford, le voisin un peu étrange, avait reçu un diagnostic de schizophrénie plus jeune. Il était aussi du genre à regarder par les fenêtres des maisons en rénovation ou marcher dans le jardin des autres. Mais pour les habitants du quartier, c'était quelqu'un de gentil, et ils ne le pensent pas capable d'écrire ce genre de lettres, sa capacité d'éducation et d'écriture étant assez limitée. Une autre révélation arriva. Les enquêteurs avaient trouvé de l'ADN sur l'enveloppe. Et il s'agit de l'ADN d'une femme. Les enquêteurs soupçonnent alors Gabby Langford, la sœur de Michael. Elle est agent immobilier. Ils pensent qu'elle n'a peut-être pas apprécié d'avoir peut-être raté une commission sur la maison des Brodus. Les policiers, avec un agent de sécurité, sont allés là où elle travaille et se sont mis d'accord pour prendre la bouteille d'eau de Gabby dans l'espoir de faire un test ADN et peut-être faire le lien. Mais l'ADN ne correspondait pas. Le bureau du procureur annonce à Derek et Maria que les Langford a été exclu de l'enquête sans expliquer les raisons. La famille est à bout. Ils avaient déclaré au procureur qu'ils souhaitaient porter plainte contre les Langford. Maria et Derek se demandent si l'abandon de l'enquête n'est pas pour que les médias ne fassent plus exploser l'affaire au grand jour. Mais par contre, un après-midi, Derek et Maria ont parcouru le quartier avec une photo de l'enveloppe manuscrite du Watcher, en espérant que quelqu'un reconnaisse ce style d'enveloppe et d'écriture. Un homme âgé qui habitait derrière la maison a dit que son fils a plaisanté en disant que le Watcher lui ressemblait un peu. Un voisin d'en face travaille chez Kroll, une société de surveillance, et Derek lui demande de chercher dans la base de données des ressemblances d'écriture. Encore une fois, il n'y a aucune piste. Ils ont également embauché Robert Leonard, un linguiste réputé, qui n'a trouvé aucune correspondance notable lorsqu'il a parcouru sur le web tous les forums de discussion locaux à la recherche de similitudes avec le style d'écriture du Watcher. Derek allait même jusqu'à demander à un ami informaticien s'il a un contact avec un pirate pour trouver des documents en ligne, des voisins qui pourraient correspondre. Mais il abandonne le projet, c'est assez compliqué à faire et c'est surtout illégal. Retour donc à la case départ pour l'enquête. Les policiers demandent à Madame Wood, l'ancienne propriétaire, son ADN et ils ont également interrogé son fils. Mais, encore une fois, sans succès. Un an après, ils n'avaient toujours pas de piste sérieuse. Mais un élément important a échappé à la police. Quand les Woods ont reçu leur première lettre, il se trouve qu'une autre famille en a reçu une également, du Watcher. C'est une famille qui vivait depuis des années dans le quartier et qui avait jeté la lettre pensant à une mauvaise plaisanterie. Mais quand c'est devenu médiatique, l'un de leurs enfants en a parlé sur Facebook, puis a supprimé rapidement le message. Quand la police a parlé à la famille, ils ont confirmé que la lettre ressemblait à celle que les Brodus ont reçue. Mais cet élément a rendu cette affaire encore plus compliquée. Ils ne trouvaient pas de lien entre les deux familles. Une nuit, un détective privé et un collègue étaient assis à l'arrière d'une camionnette garée sur la rue. Il observait la maison.
Vers 23h, une voiture s'est arrêtée devant la maison assez longtemps pour que Shambles, le détective, se méfie. Il l'a suivie. La voiture appartient à une jeune femme qui habite dans une ville voisine, dont le petit copain vivait dans le même quartier que les Brodus. La femme dira à l'enquêteur que son petit ami était dans les jeux vidéo un peu violents, dont un jeu qui s'appelle Darksider, où des personnages s'appellent également les Watchers. L'enquêteur pense que c'est peut-être elle qui avait laissé l'ADN féminin. Il pense avoir une piste. Les enquêteurs tentent donc d'interroger le petit copain à 2 reprises, mais il n'est jamais venu. Et il n'a pas assez de preuves pour le convoquer de force. Les enquêteurs ont abandonné l'affaire. Il y a une autre théorie intéressante sur cette affaire. Des voisins ont tenté d'enquêter et en ont déduit que peut-être que les Brodus se sont envoyés les lettres à eux-mêmes et aux autres voisins. Les Brodus étaient exclus par leurs voisins et ils ne leur parlaient plus. Derek voulait quitter la ville, mais Maria voulait protéger les enfants et ne voulait pas leur faire perdre leurs repères. 2 ans après le début du cauchemar, Derek et Maria ont emprunté de l'argent à la famille pour acheter une autre résidence dans la ville en cachant leur adresse grâce à une domiciliation d'entreprise. Mais ils n'étaient toujours pas sereins. Ils s'inquiétaient tout le temps pour leurs enfants, installant même des traceurs sur leur smartphone. Les Brodus ont perdu leur attaque en justice contre les Woods. Ils décident de louer la maison pour gagner de l'argent et pouvoir vivre décemment. Ils avaient quand même mis 3 millions de dollars dans la maison, soit 2 640 000 €. Au printemps 2016, ils ont remis la maison sur le marché, la pression médiatique étant retombée. L'avocat proposa à la famille de voir avec un promoteur, d'acheter la maison, la détruire et en faire des lots, ce qui leur permettrait de plus facilement vendre la maison, et en plus de toucher plus d'argent. Ils trouvent enfin des locataires, une famille avec des enfants adultes et 2 gros chiens. Le locataire disait ne pas avoir peur du Watcher. Derek travaillait à la maison pour faire quelques travaux d'entretien, et il croise son locataire, qui lui remet une lettre du Watcher où il est écrit « Vent violent et froid glacial. » Comme à son habitude, le Watcher parle de météo. Il continue à écrire « Oh, vilain et méchant Derek, et à sa femme Maria. » Cette lettre est arrivée donc 2 ans après la première. Elle est datée du 13 février, le jour où ils ont déposé leur plainte contre les Woods. La lettre était moins élégante et plus agressive que les autres, et il semblait que l'auteur avait suivi l'histoire de près. Il disait avoir tout vu et être même passé à côté des véhicules de la presse quand ils étaient là. Le locataire est également mentionné dans la lettre. Il n'était pas serein mais décide de rester. Mais sa condition pour rester est que les Brodus installent des caméras autour de la maison. La lettre indiquait que la vengeance pouvait prendre plusieurs formes. L'auteur affirme que peut-être un accident de voiture pourrait arriver, un incendie, ou la mort mystérieuse d'un animal de compagnie. Il s'agit bien de menaces. L'enquête reprend, mais comme depuis le début, ça piétine. Le Watcher peut être n'importe qui. Le locataire est parti, recevant de nouvelles lettres et de nouveaux locataires sont arrivés. Mais le loyer est revu à la baisse pour réussir à louer la maison, qui ne couvre malheureusement pas toutes les dettes des Brodus. Les enfants sont même quelquefois chamboulés et moqués à l'école. Les Brodus ont même imaginé une solution extrême, détruire la maison. Mais le conseil de l'urbanisme l'a refusé. Il regrette de ne pas avoir vendu la maison à perte dès le départ. Mais le Watcher n'était plus le seul à envoyer des lettres. C'est la veille de Noël. Un moment censé être magique et festif, mais plusieurs familles du quartier ont reçu une enveloppe dans leur boîte aux lettres. Les personnes qui ont reçu ces lettres étaient les personnes qui avaient le plus critiqué les Brodus. C'étaient des lettres dactylographiées qui étaient signées amis de la famille Brodus. Mais Derek a admis avoir envoyé ces lettres. Il explique l'avoir fait parce qu'il était à bout. Même sa femme n'était pas au courant. Et Derek n'en était pas fier. Il avait fait des lettres dans le même style du Watcher. En juillet 2019, soit 5 ans plus tard, ils vendent leur maison 950 000 $. Ils ont perdu près de 2 millions. Mais finalement, qui est le Watcher? Un résident du quartier? Les Brodus eux-mêmes? Si c'était les Brodus, dans quel but y aurait-il fait ça?
Finalement, le Watcher a jamais mis ses menaces à exécution. Heureusement, mais ces lettres peuvent vraiment créer de la paranoïa sur des gens qui les reçoivent. Souvent, les mots peuvent être pires que certains actes. En tout cas, le Watcher a su faire parler de lui. Et quelle est votre théorie? N'hésitez pas à commenter, liker si vous avez aimé, et vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.